Donc bonjour, Valérie Icard, donc je suis éducatrice spécialisée, au DIME de Saint-Jean-Plaisance-du-Touche. Anciennement, donc j'étais, secrétaire, CHSCT, sur mon établissement et avec la refonte donc, la création, des CSE, je suis aujourd'hui donc élue au CSE filière médico-sociale enfance et adultes et secrétaire donc de la CSSCT filière médico-sociale enfance adulte. Si je me fais mal lors d'un transfert avec une résidente, est-ce que je dois le signaler auprès de ma direction? Alors, une situation d'accident de travail, donc comme son nom l'indique, se passe sur le lieu de travail. Donc c'est tout accident, que peut subir un salarié quand il est en exercice. Donc effectivement, à partir de là, il est nécessaire de faire une déclaration, même si ça vous paraît, totalement bénin et anodin, parce qu'on ne sait jamais, dans le temps, ce que ça peut engendrer comme conséquence. Une chute, vous tombez sur le moment, bon, vous vous dites: «Oh bon allez, c'est rien», bon ben voilà, mais peut-être que, quelques jours plus tard, eh ben, il y aura une douleur qui apparaîtra ou même des années plus tard, hein, ou voilà des conséquences que vous n'aviez pas mesurées sur le moment. C'est très important de déclarer, tout accident qui peut vous arriver, sur le lieu de travail, donc voilà, hein, on a déjà vu des personnes effectivement qui, notamment sur des chutes, qui, se retrouvent à avoir des conséquences, plusieurs années même plus tard et ça permet au niveau de la sécurité sociale d'avoir des droits ouverts qui sont beaucoup plus protecteurs que ne le serait un simple arrêt maladie. Notamment, ça peut ouvrir aussi, sur des rechutes, d'accidents du travail, possibilité, d'avoir par la suite, une rente accident du travail si, les conséquences, par exemple, étaient trop importantes. Bonjour, j'ai une petite question sur les accidents de travail. Il y a 10 ans, j'ai eu une grosse entorse, rupture de ligament, bon, bref, mon genou cagneux, une opération. Donc, bien sûr, dans le cadre d'un accident de travail, un dossier qui a été ouvert, puis ça a été refermé. Et là, 10 ans après, j'ai une inflammation, j'ai à nouveau des soucis de santé. Est-ce que aujourd'hui, 10 ans après, un dossier d'accident de travail peut-il être réouvert? Voilà la question. Oui, dès lors que, il y a une constatation donc médicale, il faut que votre médecin, quand vous allez le voir, puisse attester qu'il s'agit bien d'une rechute et qu'il note tel que, rechute accident du travail, sur le certificat médical qu'il adressera, que vous adresserez, au médecin conseil de la sécurité sociale. Mais bien évidemment, ça peut être totalement, être le cadre d'une réouverture. On ne clôture pas un dossier d'accident du travail, ne se clôture pas, il peut se réouvrir, si des éléments médicaux nouveaux, heu, viennent corroborer, la problématique. Audrey, TISF, Service Reliance, Le Chêne Vert. Est-ce qu'il y a des droits particuliers en cas d'accident de travail? Oui, effectivement, dans le cadre donc de la déclaration d'accident de travail, l'avantage premier, c'est que quand vous allez voir votre médecin, vous n'avez aucune avance de frais à faire et tous les frais qui seront inhérents à l'accident, seront, pris en charge à 100 par le régime de sécurité sociale. Donc dans les faits, lorsque vous allez déclarer, l'accident, un accident vient de survenir, vous allez le déclarer, votre employeur normalement vous remet un formulaire ou si ce n'est pas le cas, ce sera le médecin qui fera ce formulaire. Ce qui est important aussi de savoir, c'est que, dans le cadre donc, de soins d'urgence, vous êtes prioritaire au niveau des files d'attente. Voilà, donc ça c'est important. Donc dès que vous arrivez, sur le lieu pour réaliser, examen ou autre, vous, dites bien que, vous venez dans le cadre d'un accident du travail. Est-ce que si j'ai un accident de voiture en venant au travail, est-ce que c'est un accident de travail? Lors, d'un trajet, hein, entre votre domicile et votre lieu de travail, si vous avez un accident, eh bien, cela fait partie donc c'est ce que l'on appelle un accident de trajet et cela fait partie, des situations, donc qui sont à déclarer comme accident du travail. Bonjour, Alexandra Sandao, assistante sociale à l'IME Saint-Jean. J'avais une question. Si je ne rentre pas directement chez moi et que je vais chercher mes enfants en sortant du travail, est-ce que ça reste un accident de trajet? Merci. Alors, l'accident de trajet, il est normalement de façon précise,
entre le lieu de domicile et le lieu d'exercice de l'activité. Donc l'accident de trajet, attention, pour que ce soit pris vraiment dans le cadre de l'accident de trajet, c'est vraiment sur le trajet le plus court entre votre domicile, votre lieu de résidence habituel et votre lieu de travail. Si vous faites un détour pour aller faire les courses ou pour aller chercher votre enfant et que vous vous arrêtez, etc., que ça prend du temps, la notion d'accident de trajet ne sera pas forcément retenue. Voilà, c'est vraiment dans le laps de temps entre votre domicile et le lieu d'exercice de votre activité que l'on peut vraiment considérer la question de l'accident de trajet. De la même façon, si vous arrivez à un accident alors que vous êtes en pause, par exemple sur la pause méridienne, il est possible que la sécurité sociale, même si votre employeur faisait la déclaration, il est possible que la sécurité sociale, le médecin conseil, ne vienne pas à considérer qu'il s'agit d'un accident du travail puisque vous êtes sur du temps de pause et donc du temps hors temps de travail. Donc voilà, donc sur une déclaration d'accident du travail, c'est pour ça qu'il est toujours noté l'heure exacte à laquelle s'est produit l'accident, parce qu'effectivement le médecin conseil va vérifier qu'il s'agit bien du temps de travail et non du temps hors travail, pour qualifier la question de l'accident du travail. Dans le cadre de notre pratique professionnelle, nous pouvons être amenés malheureusement à être bousculés, poussés par des jeunes ou tout simplement chuter. Ces accidents n'entraînant pas forcément d'arrêt de travail, doivent-ils être déclarés ? Dans tous les cas, effectivement, il va s'agir d'un accident du travail, que l'on va donc là plutôt qualifier d'accident bénin, puisqu'il n'y aura pas la notion d'arrêt de travail, mais qui va nécessiter, dans ce cas-là aussi, une déclaration de votre employeur. Imaginons, vous êtes en soirée, vous subissez une agression par un jeune, une bousculade, vous êtes bousculé, vous vous cognez à une porte, apparemment sans gravité. Pour autant, effectivement, il faudra ne pas hésiter à en faire la déclaration auprès de votre employeur, qui l'inscrira sur le registre, ce que l'on appelle le registre des accidents bénins, de façon à, là aussi, comme je disais tout à l'heure, s'il y avait des conséquences par la suite, vous puissiez là aussi vous retourner. Bonjour Julie, éducatrice technique. Lorsque on déclare un accident bénin ou qu'on fait une fiche d'incident, quelle est la suite qui est donnée à ces écrits ? Il faut savoir qu'au niveau des CSSCT, nous avons, et même au niveau donc, des représentants de proximité, il y a un suivi qui est fait des accidents du travail et des accidents bénins. Donc là aussi c'est important parce que c'est important de pouvoir mesurer la sinistralité qu'il peut y avoir dans nos établissements. Quand au niveau d'une CSSCT, on va analyser les accidents du travail survenus sur une période, alors les réunions CSSCT, il y en a 4 par an. Donc on analyse environ à chaque fois, donc par trimestre, les accidents qui ont pu survenir sur les établissements, filière par filière. On peut se rendre compte, par exemple, qu'il y a eu X accidents concernant un service. Alors je pense par exemple à un service TSA, où on va avoir des accidents, donc type morsure, griffure, hématome, etc. Donc avec une forte fréquence. Là, ça va amener les élus à faire porter à l'employeur donc une vigilance sur la situation particulière de ce service ou de cette équipe à ce moment-là, et éventuellement amener aussi les élus à faire des préconisations à l'employeur qui vont être peut-être donc du côté de l'organisation du travail, qui vont être, ça peut être aussi des aménagements horaires qui peuvent peut-être permettre d'avoir moins de jeunes à un certain moment sur le service si on repère que les accidents ont lieu même sur des heures significatives. Toute déclaration, bien évidemment, sert en premier lieu le salarié, mais va servir aussi le collectif, l'équipe, en ce sens où ça vient faire photographie de ce qui peut se passer dans un service. Je me présente, Kandil Abdelillah. Je suis surveillant de nuit
au CEP Saint-Jean d'Albi. Il y a quelques semaines, un collègue à moi il se fait menacer par un jeune avec un couteau. On doit faire quoi pour se mettre en sécurité et se protéger? Comme les surveillants de nuit, comme les éducateurs, comme les maîtresses de maison, on a un travail difficile. Si vous subissez une agression que vous considérez là, à ce moment-là précis, être en danger grave, grave et imminent, portant atteinte vraiment à votre santé, vous pouvez très bien effectivement vous mettre en droit de retrait de cette situation de travail que vous considérez vraiment comme étant un danger pour vous. Vous en informez à ce moment-là votre employeur qui est tenu de faire immédiatement une enquête pour faire cesser le danger auquel vous êtes confronté. Je pense par exemple à une situation dans un transport. Vous êtes victime d'une agression par un jeune sur un temps de transport. Vous avez très peur. Le soir même, vous devez à nouveau peut-être avoir à véhiculer ce jeune et vous dites que voilà, vraiment... ça va être très dangereux pour vous de reprendre le volant avec ce jeune dans le véhicule. Vous avez le droit de faire ce qu'on appelle un droit de retrait. Donc vous cessez l'activité, vous en informez bien évidemment votre employeur, vous ne quittez pas le lieu du travail, vous informez votre employeur du fait que vous vous mettez en retrait de cette situation de transport qui pour vous paraît être un danger à ce moment-là. Vous en informez également, et ça c'est très important, vos élus, représentants de proximité qui se mettront en rapport directement avec les élus CSE ou avec les membres de la CSSCT pour que vous soyez accompagnés dans cette situation. Ce n'est pas une situation facile que de venir dire que l'on est en difficulté ou de relever un danger. Donc on ne reste pas seul avec cette situation, on en informe les élus qui prendront le relais, qui ont l'habitude de traiter ce genre de situation et qui vous donneront toutes les marches à suivre voilà, pour que vous soyez protégés. Donc c'est régi par le Code du travail, donc voilà, vous êtes fort de ça. Il y a un article, donc l'article L4131-1 du Code du travail, donc, qui est très explicite là-dessus. Il va s'afficher à l'écran et je vous invite à aller le consulter, le cas échéant, si vous étiez confronté à ce genre de situation. Bonjour, je suis Maëlys, secrétaire éducative au Psy Olympe de Gouges de Fandeil. Lorsque l'on exerce notre droit de retrait, est-ce que l'employeur nous le retire du salaire ? L'employeur n'a pas le droit de vous retirer du salaire parce que vous êtes en droit de retrait. Il va devoir, dans un laps de temps très court, venir vérifier vos dires. Il y a une enquête qui va être diligentée de sa part. Mais en tous les cas, sur ce temps-là, vous restez protégé et votre salaire, bien évidemment, est maintenu. Donc c'est vraiment pour ça, et ça c'est très important, que l'on insiste sur le fait de prévenir vos élus, vos représentants de proximité, les élus CSE, CSSCT, quand vous êtes dans ce genre de situation, parce qu'effectivement on va venir vous appuyer, on va venir vous soutenir et vous amener tous les éléments qui permettront de traiter tranquillement cette situation sans que vous en soyez inquiétés. Bonjour, je m'appelle Magali Oussongo et je suis enseignante à l'IME Joseph Faure à Tarbes. Donc moi j'avais une question, je voulais savoir est-ce qu'il est possible de faire un droit de retrait à plusieurs collègues? Alors un droit de retrait, c'est une démarche individuelle ou collective si vous êtes plusieurs à être en danger sur une situation. Ce n'est pas une démarche qui peut être initiée par exemple par un syndicat, c'est vraiment à titre là de salariés. Par contre, effectivement, derrière, il y a le soutien de vos élus. Bonjour, Nadia, éducatrice sur le foyer Pargaminière. Question, quand on est en danger sur notre poste de travail,
qu'est-ce que les élus peuvent faire? Merci. Pour venir soutenir donc ce droit de retrait à un moment donné, vos élus, représentants de proximité, élus CSE, peuvent très bien venir déclencher ce que l'on appelle un droit d'alerte. Alors le droit d'alerte, qu'est-ce que c'est? Donc ça, ce sont les élus CSE ou les membres de la CSSCT qui vont le déclencher. Ils vont donc informer l'employeur donc de la situation de danger. Il vaut mieux qu'il y ait une trace écrite, donc plutôt sur un mail, où on va donc signifier l'endroit, la situation, préciser vraiment le contexte donc, de danger qui est révélé et signifier à l'employeur que nous demandons donc qu'une enquête soit diligentée pour faire cesser le plus rapidement possible le danger. À partir de là, l'employeur a entre 24 et 48 heures pour diligenter une enquête. Alors, en lien conjointement avec celui qui a fait la déclaration de droit d'alerte. On en traite 2 ou 3 par an environ. Donc généralement, effectivement, donc, dans les 24-48 heures, l'employeur donc, et les élus se rencontrent. Nous discutons de la situation et nous élaborons ensemble le contenu et la façon dont l'enquête va être réalisée. Ou pas, parfois aussi, l'employeur peut de son côté diligenter son enquête et nous de notre côté faire une enquête aussi et on se réunit à l'issue pour faire des constats respectifs, essayer de trouver des préconisations qui vont permettre de faire cesser ce danger qui aura été révélé. Lorsque l'on se met d'accord sur des préconisations, donc il y a un CERFA type qui est rédigé entre les élus et l'employeur, où donc à la fin de ce CERFA sont notées les préconisations sur lesquelles l'employeur s'engage. Ce CERFA est signé des 2 parties et est envoyé à l'inspection du travail pour information, puisque nous sommes d'accord sur la démarche qui a été retenue. Il y aura bien évidemment un suivi qui sera fait. On ne va pas se tenir à ce CERFA. Les élus viendront vérifier sur place que les préconisations sont bien mises en œuvre par l'employeur. Dans le cas inverse, l'employeur conteste la notion de danger. Pour lui, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de situation inquiétante. Ou si effectivement il n'y a pas de possibilité de s'entendre avec l'employeur sur des préconisations, c'est bien les élus CSE dans leur ensemble, lors d'un CSE extraordinaire, qui se saisiront de ce dossier, avec là, donc du coup, déplacement de l'inspection du travail, qui viendra, elle aussi, réaliser une enquête. Je m'appelle Taïna, aide-soignant à l'EHPAD Sainte-Monique de Toulouse. Alors, pouvez-vous expliquer des exemples de droits d'alerte? Bon, donc chaque situation est vraiment à chaque fois une situation particulière. Les préconisations qui vont en découler ne seront jamais les mêmes, donc c'est pour ça, c'est très important ce temps d'enquête et ce temps d'analyse où on va aller dans la dentelle de la situation, de l'organisation de travail pour en comprendre les tenants et les aboutissants et pour aboutir aux préconisations qui seront les plus pertinentes à la situation à ce moment précis. Sur les 3 dernières années, on peut dire que nous avons eu donc à traiter donc différents droits d'alerte qui se sont sur un établissement, par exemple, nous avons eu à régler donc un droit d'alerte pour atteinte aux droits des personnes, donc qui s'est soldé après enquête à un accord sur des préconisations qu'avaient données les élus. Les choses se sont mises en route très rapidement. Le salarié n'était plus en situation de danger. Nous avons pu lever dans les jours qui suivaient ce droit d'alerte. Je pense aussi également sur une MEX, un droit d'alerte qui s'est réglé sur une journée. Alors là, ça s'est soldé donc dans les préconisations, c'était l'embauche surnuméraire de salariés. Je pense aussi à une situation dans un établissement sur un groupe TSA où à un moment donné, un droit d'alerte a dû être porté parce que le nombre de salariés donc de cette unité était en arrêt de travail et il n'y avait plus que pour encadrer les
jeunes de l'unité que des remplaçants non formés et non aguerris à ce type de public. C'était vraiment à ce moment-là une situation de danger pour ses collègues. Donc un certain nombre de préconisations ont été faites, notamment abaisser pendant un certain temps le nombre de jeunes accueillis sur l'unité, des débriefs en fin de journée pour aider ses collègues et les soutenir. Voilà, les préconisations ont été suivies par les employeurs.